Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce mardi 10 mars. À l'UPF, la controverse monte d'un cran. Un colloque à huis clos sur la souveraineté fait débat et les chercheurs dénoncent une atteinte aux libertés académiques. C'est à la une de ce journal. Blanchiment d'argent. 4 individus étaient jugés ce matin au tribunal correctionnel pour avoir réinvesti 76 millions de francs issus du trafic d'Ice. Nous ferons le point sur ce dossier. Santé, c'est un préavis de grève au CHPF qui inquiète. Les conditions de travail et la situation budgétaire sont en cause. Les agents exigent des réponses rapides. Pour comprendre la situation, nous recevons la secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie, Mireille Duval. J-5 avant le premier tour, le Haut-Commissariat multiplie les tests logistiques. Nous vous emmenons dans les coulisses de l'organisation pour comprendre comment les données seront traitées dimanche. Un colloque sur la souveraineté organisé à huis clos. Il n'en fallait pas plus pour faire débat cette semaine à l'Université de la Polynésie française. Une quinzaine de chercheurs dénoncent une atteinte aux libertés académiques et regrettent l'absence de débat public. Esther Cuneo et Manahao Tauvavo étaient sur place. Dans le hall du pôle de recherche, une simple pancarte annonce la tenue d'un colloque. Et pas n'importe lequel. Intitulé « La souveraineté en question en Océanie », l'événement rassemble une myriade de chercheurs de l'Hexagone et des 4 coins du Pacifique. C'est un colloque qui porte sur les déclinaisons de la souveraineté en 2026, les plus petits États insulaires, comment ils vivent leur souveraineté, et les territoires qui ne sont pas souverains, comment ils envisagent éventuellement de se rapprocher de la souveraineté avec des formes d'autonomie très avancées ou au contraire de franchir le pas. Et tout l'enjeu de ce colloque est de définir un petit peu les nouvelles déclinaisons de ce concept de souveraineté aujourd'hui. La souveraineté, un sujet plus que jamais d'actualité dans la région, en Polynésie bien sûr, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi issu de l'accord de Bougival, adopté le 24 février par le Sénat, doit être examiné prochainement par l'Assemblée nationale. L'accord de Bougival, oui, il aborde un petit peu la question de la souveraineté, puisqu'en principe on crée un État de Nouvelle-Calédonie. Dans un premier temps, cet État de Nouvelle-Calédonie, il reste sous la dépendance totale de la France, mais il y a un processus à l'intérieur qui est prévu, certes avec une majorité qualifiée très forte au 3/5, qui permettrait à la Nouvelle-Calédonie, par les transferts de compétences, de devenir indépendante sans qu'on lui ait jamais posé la question « voulez-vous devenir indépendant ?» Et ça, c'est un élément qui est extrêmement novateur et qui pourrait du reste plaire aux indépendantistes ici, au même titre qu'il serait peut-être très décrié par les autonomistes, parce qu'il y a une règle, c'est si vous voulez devenir indépendant, il faut poser la question loyalement. Mais si ce colloque est resté discret, c'est qu'il se tient à huis clos. En pleine campagne des élections municipales, l'État, partenaire financier de l'événement, est soumis à un devoir de réserve. Pour éviter toute polémique, l'université a donc proposé de fermer les débats au public. Une décision qui a surpris plusieurs chercheurs. Moi, il ne me semble pas que ce colloque soit de nature à troubler l'ordre public. Et c'est pour ça qu'on a voulu simplement exprimer notre étonnement et puis faire un rappel aux droits positifs applicables dans la République française, c'est-à-dire la liberté académique et la liberté de tenir un colloque publiquement. Dans une tribune diffusée aux médias, une quinzaine de chercheurs ont ainsi dénoncé une atteinte à la liberté académique, rappelant qu'il n'est pas de petite entrave au principe de l'état de droit. Compte tenu de l'importance et surtout de la technicité et de l'intérêt des sujets qui sont développés à l'intérieur, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je salue quand même l'organisation et l'audace des professeurs qui ont tenu le coup. Et là, on est véritablement sur un sujet qui dépasse les élections purement municipales. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est dans une entre qui est estudiantine. J'ai été moi-même étudiant et je ne comprends pas. On n'était pas dépendant du calendrier électoral à l'époque où je faisais mes études à l'UPF. La journée de demain sera consacrée au cas de la Nouvelle-Calédonie, un exemple qui pourrait alimenter les réflexions, aussi bien chez les indépendantistes que chez les autonomistes.
Justice à présent, 76 millions de francs, c'est la somme qu'auraient frauduleusement investi 4 individus jugés ce matin au tribunal correctionnel. Véhicules, commerce et séjours de luxe, le blanchiment d'argent issu du trafic d'ICE était au cœur des débats. Le dossier est désormais en délibéré, le compte-rendu de Sam Teinaouri. Sur les 4 individus jugés, un seul avait un emploi. Le cerveau de l'affaire et sa compagne, sans véritable activité, menaient un train de vie très confortable avec des achats de véhicules, de montres de luxe, des séjours dans des hôtels, des locations de locaux pour des activités commerciales quasi inexistantes. Ils étaient assistés de personnes sans emploi qui ont été attirées par l'argent facile. À 30 ans, il ne savait pas quoi faire de ses 10 doigts. Il vivait encore chez ses parents. Il n'était pas fier de sa vie. Et lorsqu'il a eu l'opportunité de s'approcher de quelqu'un qu'il considérait comme quelqu'un de puissant, du moins à son niveau, eh bien, il a accepté de rendre des services. Et ça l'a conduit devant le tribunal. Les enquêteurs ont évalué à 76 millions le montant des sommes blanchies, mais selon les avocats de la défense, rien ne permet de déterminer si toutes les sommes comptabilisées sont issues de revenus illicites. On ne peut pas condamner quelqu'un sur une hypothèse que peut-être il aurait fait quelque chose ou que cette partie des fonds-là serait d'origine illicite ou pas. Là, dans cette affaire, on sait qu'il y a une partie qui est éventuellement illicite, mais on n'est pas capable de dire dans quelle mesure en fait. Les 4 prévenus ont été condamnés à des peines de 1 an à 5 ans ferme. Un seul n'ira pas en prison. Lors de l'audience solennelle de rentrée du palais de justice, la lutte contre le blanchiment avait été annoncée comme une priorité. Depuis le début de l'année, plusieurs dossiers de trafic de stupéfiants ont été scindés pour cibler le volet blanchiment et ses ramifications. Le constat aujourd'hui est qu'en Polynésie, encore trop de personnes acceptent des paiements en espèces et sans facturation, ce qui facilite le blanchiment d'argent, mais n'empêche pas la justice de faire son travail. Le climat social continue de se dégrader avec plusieurs conflits au Fénois, à commencer par ce 2e jour de grève à la direction de l'agriculture. Une vingtaine d'agents menés par la CSTPFO se sont rassemblés ce matin devant le ministère. Ils dénoncent le management du directeur Roland Bopp depuis son arrivée en 2024. Malgré des tentatives de dialogue, la situation reste bloquée. Écoutez Karima Miri, déléguée syndicale CSTPFO, interrogée par Esther Cuneo et Manahau Tauvavo. Et le point principal, c'est le management toxique du directeur de l'agriculture, qui a beau dire qu'il est bienveillant, qu'il fait bien les choses, etc., et que ses collaborateurs les plus proches sont avec lui, c'est complètement faux. Tous les gens avec qui il travaille ne peuvent pas travailler dans les conditions qu'il impose. C'est plus possible, on arrive au bout du rouleau. Il y a eu beaucoup de cadres qui ont quitté le service, certains sont partis dans d'autres services, certains ont demandé leur mise en disponibilité, certains sont en arrêt maladie, beaucoup d'arrêt psy, contrairement à ce qu'il dit. Donc là, il y a beaucoup de dégâts. Les agents sont vraiment sont en burn-out et ça ne peut plus durer, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. Et nous apprenons qu'une réunion s'est tenue cet après-midi entre les syndicats et le ministre de tutelle. Une étape importante selon les syndicalistes puisque Teivinité convoque le directeur de la DAG ce vendredi pour tenter de trouver une issue à ce conflit social. Le secteur de la santé est aussi en alerte. La FISAP, Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie, a déposé hier un préavis de grève illimité pour le CHPF, ses annexes et la direction de la santé. Le syndicat dénonce des conditions de travail dégradées, l'épuisement des agents et une situation budgétaire préoccupante. Autre revendication, l'exigence d'une réforme statutaire pour des spécialités oubliées depuis 30 ans. Sans avancer, le mouvement débutera ce dimanche 15 mars, jour du premier tour des municipales. Nous recevons ce soir la secrétaire générale de la FISAP, Mireille Duval, pour en parler. Yaurana. Yorana. Alors Mireille, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ces dernières semaines pour passer du dialogue au préavis de grève généralisé au CHPF et ses annexes ainsi qu'à la direction de la santé ? Des situations que nous avons déjà rencontrées depuis 2019 et des discussions qui ne permettent pas justement de rassurer et sécuriser nos agents qui sont fatigués, épuisés et qui demandent justement les moyens humains, moyens matériels, moyens pour pouvoir
bien travailler. Et il faut savoir aussi que l'hôpital se réorganise depuis quelque temps. De nouvelles activités sont là. Les maladies sont toujours aussi longues et à traiter. Un cumul de fatigue, un cumul parce que, bien sûr, qu'on a du mal à recruter. Il n'y a pas que les médecins, hein. Il y a aussi les aides-soignants et les infirmiers et tout ce que vous voulez. Donc ça part dans toutes les catégories. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit soutenu, qu'on soit entendu. On a de la résilience, mais on est fatigué, moralement, psychiquement, physiquement. Mais les anciens sont toujours là. Mais jusqu'à quand ? Concrètement, combien de postes manque-t-il aujourd'hui au Taonais pour assurer une sécurité optimale C'est pas des une soins ? question de postes. Les postes ont été créés, mais on n'arrive pas à recruter. On n'est pas, soi-disant, attractif, sauf qu'on a révisé les statuts des infirmiers. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que lorsqu'on signale un épuisement professionnel, il faut prendre au sérieux. Les instances de représentants du personnel n'ont pas cessé de le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer parce qu'on s'inquiète, et cette grève, elle est là, non pas que pour les personnels de soins du CHPF et de la santé publique, elle est là parce que nous nous inquiétons de la qualité des soins du patient. Et on le voit dans les réseaux. Beaucoup se plaignent. Et nous nous invitons même, si c'est possible, que ces patients voient comment le personnel est pris par toutes ces activités et on rush tout le temps parce que nous sommes sous tension très régulièrement. Et ça se passe aussi bien dans les îles. On n'a pas les mêmes soins dans les îles, aux Marquises, aux Tuamotu, aux Australes, qu'au CHPF. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi ne pas avoir demandé de rendez-vous au ministre de la Santé avant de poser un préavis de grève ? Mais moi, je vais répondre pourquoi on ne répond pas à nos courriers. C'est facile à comprendre. Donc, quand on ne répond pas aux courriers, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue. Vous avez pu avoir des échanges avec la directrice du CHPF qui est en campagne municipale à Bora Bora ? Ah bon, la directrice, on l'a rencontrée hier. Et voilà, on discute. Et discuter, ça n'amène pas de solution. Vous n'avez pas de solution proposée ? Non, on a discuté depuis trop longtemps. Et on veut justement aujourd'hui que la population comprenne. On cherche leur bien. On cherche aussi le bien du personnel. C'est des soins. On parle de patients. On parle d'humains. Et je pense qu'on l'a assez répété depuis 2019. Et on a le sentiment d'avoir reculé au lieu d'avancer. Alors justement, vous en parliez, le gouvernement a acté le passage des infirmiers en catégorie A au 1er janvier 2026, parlant d'une avancée. Pourtant, vous parlez encore aujourd'hui de métiers et de spécialités oubliés depuis 30 ans. De quelle spécialité parle-t-on ? Alors on va parler d'abord des catégories D, des aides médico-techniques qui assurent des missions qui relèvent par exemple du cadre d'emploi des auxiliaires de soins, mais qu'on appellerait auxiliaires de santé. Ça relève de catégorie C, sauf que ce métier aujourd'hui, depuis 4 ans, 5 ans même bientôt, il est de catégorie B en France. Donc qu'est-ce qu'on attend ? D'abord, pourquoi on continue à avoir des D en Polynésie française alors que depuis 12 ans, ça n'existe plus en France ? Deuxièmement, est-ce qu'on va continuer à utiliser des compétences de catégorie inférieure pour assurer des missions de catégorie supérieure ? C'est impossible. Franchement, vous seriez d'accord que vos enfants travaillent dans ces conditions ? Et on imagine surtout que cette situation n'améliore pas l'attractivité des métiers de santé en Polynésie. Comme partout dans le monde entier. Mais effectivement, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de vrais travaux et de vraies avancées. Comme on l'a fait pour les infirmiers, il est temps de toiletter et de faire de nouvelles réformes de nos statuts. Et ce sera une impulsion, je peux vous assurer, que lorsqu'on reconnaît les compétences des agents, ça booste tout le monde et ça donne envie de rester. Et aujourd'hui, il y a de la démotivation. Mais qu'est-ce qu'on vous répond quand vous demandez une refonte, une réforme des statuts ? On discute beaucoup et on tarde de trop. Ça fait depuis 2014 qu'on demandait ça. C'est pour ça que je ne pointe pas le gouvernement. Mais 2014, ça fait 12 ans. Est-ce qu'on va encore attendre longtemps ? Dans ce cas-là, il faut nous dire que la santé n'est pas importante, alors que c'est une richesse pour un pays. Merci Mireille Duval d'avoir été avec nous en plateau ce Merci. soir. Social, toujours, la grève se poursuit à l'OPT. Au 2e jour du mouvement, aucun accord n'a été trouvé. Mais les discussions sur un protocole de sortie de crise sont en cours. Ce conflit a des conséquences directes sur les municipales. La distribution de la propagande électorale est perturbée. Explication avec Corinne Curie, directrice de la réglementation des affaires juridiques du Haut-Commissariat. Elle était interrogée par Nicolas Pérez.
Bien sûr, le mouvement social en cours au sein de Farerata impacte considérablement la distribution de la propagande électorale. Donc, les boîtes postales ont été distribuées. Ceux qui n'auront pas reçu leur propagande à domicile, sachez que vous pouvez aller la chercher en mairie. Les mairies auront reçu les propagandes et pourront vous les remettre. Et j'invite tous les électeurs à privilégier la consultation sur Internet. Vous pouvez aller sur le site du Haut-Commissariat. Il y aura un lien et toutes les professions de foi seront mises en ligne pour consulter l'ensemble des documents. Je pense qu'on peut compter, puisque les boîtes postales vont être distribuées, on peut compter à peu près sur la moitié des électeurs qui auront leur propagande de façon certaine. Pour le reste, c'est plus aléatoire. Et en parlant des élections, on ouvre à présent notre page spéciale municipale 2026. J-5 avant les municipales, le Haut-Commissariat est déjà sur le pont. Ce matin, une cinquantaine d'agents ont simulé la soirée électorale. Objectif, tester en temps réel la remontée des résultats des communes pour éviter le moindre couac dimanche soir. Une répétition générale indispensable avant le jour J. Sophie Guébel. Dans les locaux du Haut-Commissariat, l'ambiance ressemble déjà à celle d'une soirée électorale. Les agents répètent les gestes qu'ils effectueront le soir du scrutin. Téléphone, ordinateur, tableau de suivi, chaque détail est passé au crible. Le but, simuler la remontée des résultats en provenance des mairies, comme si les bureaux de vote venaient tout juste de fermer. Je suis chargée de réceptionner les appels de chaque commune pour avoir le nombre d'inscrits, le nombre de votants, de bulletins blancs, etc. Nous sommes chargés de nous assurer de la cohérence des résultats qui ont été transmis par les communes par téléphone ou par fax et ce qui résulte des PV qui nous ont également transmis. Une cinquantaine de personnes participent à cet exercice grandeur nature. Leur mission, réceptionner les résultats transmis par les communes, les vérifier puis les centraliser avant leur diffusion officielle. Nous faisons un examen blanc, comme un bac blanc. Nous nous entraînons pour dimanche soir. Donc nous simulons avec les mairies, avec les subdivisions, l'envoi des procès-verbaux. Nous calculons les résultats, nous répondons au téléphone. Nous faisons comme si nous étions le soir de l'élection. Il faut beaucoup de coordination, c'est-à-dire il faut rien lâcher, il faut bien surveiller, puis bien vérifier aussi. Tout au long de la matinée, les équipes s'échangent des chiffres fictifs. Chaque résultat est contrôlé, comparé et validé selon une procédure bien précise. On a déjà eu 3 essais en interne pour éprouver les applications élections. Et donc là, c'est la deuxième répétition que l'on joue avec les communes pour être sûr que les soirées électorales se passent le mieux possible. Une répétition générale essentielle à 4 jours du premier tour. Dimanche soir, cette organisation sera mise à l'épreuve avec les véritables résultats du scrutin municipal. À Mahina, le tempo de la campagne s'accélère. Dans la commune la plus peuplée de la côte Est, les 4 listes en lice déploient leurs derniers arguments. Entre musique et rencontres de terrain, les candidats tentent de convaincre avec une même priorité affichée, répondre aux attentes de la jeunesse. Le point avec Laure Philibert et Mataï Hourey. Orchestre traditionnel sur le giratoire qui mène à la Pointe Vénus avec la liste du maire sortant. Reggae en face avec les partisans du shérif à l'entrée ouest du rond-point. C'est en musique que se déroule la fin de campagne à Mahina. Les différentes formations colorent les grands axes de circulation aux heures de pointe. Ici, Otoéré, c'est même la tête de liste de Mahina Yaotua qui donne le rythme. Après 2 mandatures, dont une complète, Damas Tewira a encore des projets à mener. Sur les 52 actions qui étaient prévues au plan de mandature, nous avons réalisé 39 actions, donc ça représente 75%. Donc il reste encore d'autres actions à réaliser, parce qu'encore une fois, le plan de mandature part de 2020 à 2032. Des élus au plus près de leurs concitoyens. Un leitmotiv pour les 3 listes d'opposition. Nous aimerions, avec toute l'équipe que nous avons ici, rétablir cette image, c'est-à-dire réconcilier les élus avec les habitants, mettre en avant la proximité.
faut absolument qu'on reprenne la commune en main et que l'on investisse nos quartiers pour pouvoir les remettre en état. On a un bon exemple derrière nous, on est au quartier de Orofara où malheureusement il y a l'abandon. Nous on a une équipe qui est motivée et on a des projets simples mais concrets à réaliser et nous souhaitons surtout agir ensemble avec la population. Un quotidien parfois difficile pour les familles des quartiers sociaux. Il y a quelques jours, cette maison a perdu son toit. Ses occupants se sont retrouvés en proie aux fortes pluies. Toutes les équipes sont mobilisées pour dire « je suis le plus beau, venez voter pour moi ». Nous, on est sur le terrain, dans la boue. Il y a un problème, nous sommes là. Mais nous sommes pour le social, pour servir, pour aider. Au cœur des perspectives de l'ensemble des candidats, le soutien aux jeunes générations, notamment la frange en quête de davantage d'autonomie. Avec la société d'aujourd'hui, on constate presque tous les jours qu'il y a des suicides qui sont notamment liés à des problèmes de société, y compris des problèmes d'addiction. Et il faut absolument qu'on s'occupe sérieusement de nos jeunes. Et nous avons un programme avec une équipe qui est motivée pour réaliser ce programme avec les quartiers, avec la population. Beaucoup de familles ici ont du mal à rester unis. Et nous aimerions, avec les forces vives de la commune, essayer de remettre tout cela dans l'ordre parce que la famille, c'est un socle, je pense, essentiel pour la stabilité de la commune. Pour Émile Vernaudon, le besoin numéro 1 des jeunes adultes. Il leur faut du boulot. Parce que je dis boulot parce que quand on les contacte, à chaque fois ils nous disent « t'en as un petit boulot ». On va tout faire pour les aider à faire aboutir leur petite entreprise. Et à partir de là également, nous allons travailler avec eux. Nous avons dans notre équipe des personnes qui ont l'expérience de ce type de public, notamment Hitty Ménesson et Lewis Le Chêne, qui ont une belle expérience dans l'accompagnement, dans la prévention des comportements addictifs. Nous avons également prévu pour l'accompagnement de nos jeunes, les passeports de la réussite. Il va y avoir une bourse communale pour permettre à nos jeunes qui sont en recherche d'emploi de les accompagner dans l'obtention du permis de conduire. Le Graal. 4 listes, mais un seul fauteuil de maire. Ce dimanche, les 11 000 électeurs de Mahina seront appelés à faire leur choix. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Cap sur les Astrales, à Tupoué, 4 listes sont en lice. Zoom ce soir sur celle du maire sortant, Fernand Tahiata, qui brigue un 3e mandat avec une équipe renouvelée pour moitié. Il est interrogé par Veitiare Nauta. On l'écoute. Les raisons, c'est pour terminer les projets que nous n'avons pas pu terminer. Et tu sais, dans une mandature, on met des projets, mais il y a des projets qui sont arrivés à terme, mais il y a d'autres qui n'ont pas pu terminer. On va les reconduire jusqu'à la fin. C'est surtout sur l'eau potable. Là, en ce moment, on est en plein travaux sur notre eau potable, de changer les compteurs, à mettre en place les sectorisations des compteurs sur l'île de Tupoué. C'est un projet qui a coûté 174 millions, qui est en cours actuellement. Ma liste a été renouvelée à 50% des anciens, c'est-à-dire des anciens élus, et 50% des nouveaux élus. Ils ont voulu venir me rejoindre et travailler pour cette population et pour réaliser les projets de l'île. Face au maire sortant, Meima Hawata conduit la liste Tavini Iatupoué. Nouvelle en politique, cette agricultrice propose un projet axé sur la solidarité avec une équipe de 23 membres. Pourquoi se lance-t-elle dans cette élection? Elle répond à Veitiare Nauta. Mon équipe et moi connaissons les réalités de certains du terrain, nos familles, le secteur primaire, notre jeunesse et nos quartiers. Et on n'a pris que 3 grands projets sur le captage d'eau, le dépotoir et sur l'abri cyclonique. Dans ma liste, il y a des femmes et des hommes engagés venant de différents corps politiques et pour certains sans étiquette. Nous avons prôné aussi l'ouverture à une qui n'est pas native de notre île, pour une vision plus large pour l'avenir de notre île. Et c'est ainsi qu'on referme notre page spéciale municipale de ce soir.
Le rêve devient réalité pour Kaoli Vast. Le champion olympique tahitien a officiellement décroché en Australie son billet pour le Championship Tour, l'élite mondiale des surfeurs WSL. Il intègre le circuit professionnel et rejoint ainsi Vahine Fierro et Tia Zebrowski. Une ascension pour le surfeur de 24 ans qui se prépare désormais à affronter les meilleurs mondiaux dès le mois prochain à Bells Beach. On l'écoute. Vraiment super content d'être qualifié. C'était dur de passer de la vibe incroyable des JO à se reconcentrer, se refocus. Donc voilà, j'ai essayé de mettre tous mes moyens de mon côté. Et voilà, et ça l'a fait, ça a payé aujourd'hui. Et voilà, jusqu'à la dernière compète, la première série. Et voilà, et ça passe. Donc voilà, annoncer un autre dream réalisé. Donc voilà, let's go. C'est la fin de ce journal. Juste après, restez avec nous pour votre magazine Ciné Nuit qui sera cette fois entièrement consacré aux Actor Awards 2026. Votre soirée se poursuit avec le deuxième épisode de Koh-Lanta intitulé Les reliques du destin. Enfin, retrouvez votre série MacGyver. Très belle soirée à tous sur notre antenne et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.